Clarin, je ne me suis pas présenté. 5 ans chargé de mission handicap, SFR, partenaire, le Cap Emploi, Otis, l'Armée du Salut. Maintenant consultant chez Apex Isast, en situation de handicap moteur moi-même, hein, déficit d'ordre à droite. Donc voilà, j'ai un sujet que je connais bien, c'est pour ça que je serais très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup Fabien pour cet exposé. Et avant de démarrer la partie questions-réponses, en fait, j'aurais envie de vous demander de repréciser la différence entre un déficit et un handicap. Est-ce que quelqu'un qui a un déficit moteur ou je sais pas, auditif, etc., est forcément handicapé? Est-ce que Alors, il existe, pour les internautes, c'est une question que j'avais plus ou moins élucidée lors de mon premier webinaire. C'est vrai que quand on entend handicap, quand on se met dans la posture de travail, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qu'on obtient par la MDPH ou par la sécurité sociale qui peut nous octroyer une invalidité ou une incapacité, reconnaître ça. En sachant que la validité et incapacité, c'est quand même un handicap assez lourd, mais le premier niveau, c'est l'ARQTH. Et donc, avant ça, on n'est pas handicapé au travail. Et on peut avoir un déficit, on peut avoir une légère dyslexie, un léger handicap moteur, un léger handicap visuel, mais qui ne va pas forcément être reconnu par la MDPH. Ce n'est pas parce qu'il existe qu'il va être reconnu, parce que la RQTH accorde des droits et donc des financements. Et donc, c'est à partir d'un certain niveau. Donc, pour ça, il faut envoyer un dossier, envoyer tous les comptes rendus qui attestent de votre handicap à la MDPH, mais faire très attention, comme je disais tout à l'heure, pas hésiter à cumuler les attestations, pas hésiter à détailler votre situation de handicap, car c'est la CDAPH, donc le conseil le conseil de la MDPH qui va décider de ça, mais qui est présidé par une infirmière spécialisée et non un médecin et des directeurs d'associations, des salariés du Cap Emploi, hein, mes collègues qui vont y aller. Et donc, les dossiers, des fois, ils sont statués avec une rigueur plus ou moins importante. Voilà. D'accord, merci. Méthodia, en fait, ce sont des aides de l'État, des aides financières? Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai travaillé donc au Cap Emploi de Paris en tant que chargé de mission. Et le Méthodia, c'était tout notre champ d'action, tout ce qu'on pouvait proposer au final. Mais c'est tout ce que propose l'AGFIP, tout ce que finance l'État. Par exemple, 4 000 € pour les transports, le handicap visuel, les prothèses auditives, savoir que c'est 700 € par prothèse auditive. Et pareil pour tout type de handicap visuel, moteur. Au moins, vous avez les barèmes et ce que peut faire l'État. Et au moins, c'est écrit noir sur blanc que l'État peut et doit vous le proposer. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Corinne dit c'est l'AGFIP qui finance et c'est pas l'État. Et l'AGFIP est financée par l'État ou... Oui, il existe donc la taxe handicap, hein, la RQTH, c'est ça aussi. Aujourd'hui, toute entreprise de plus de 20 salariés doit payer 6% de sa masse salariale de taxes si elle n'embauche pas, donc 6% de salariés en situation de handicap. Et c'est le montant de cette taxe qui va être récolté par la GFIP qui va lui permettre de financer après tous les aménagements dont les personnes en situation de handicap pourraient avoir besoin. Donc, c'est collecté par la GFIP. Bon, la GFIP, c'est un organisme de l'État. La GFIP qui s'adresse particulièrement aux entreprises privées. Sinon, il existe le FIPHFP pour les entreprises publiques. Bon, voilà, mais c'est un peu plus ou moins la même chose. En sachant que le Cap Emploi, avant, il existait le Cap Emploi et le SAMET. Le SAMET qui s'occupait vraiment des conditions de travail, de toutes ces questions ergonomie, et le Cap Emploi qui s'occupait de remettre les personnes, les salariés, les chômeurs en situation de handicap à l'emploi. Ces deux structures ont fusionné. Donc, dans tous les cas, vous adressez au Cap Emploi qui va vous aider, quel que soit votre souci. D'accord. Quand on est, quand on est salarié et qu'on a éventuellement obtenu une RQTH et qu'on est en recherche d'emploi, est-ce qu'il faut mettre qu'on a une RQTH sur le CV ou pas? Est-ce que ça peut
nuire, bien que ça soit quand même une reconnaissance officielle? Comment est-ce que vous abordez ça? Alors, c'est une question que j'aborde très souvent dans le cadre de mon bénévolat à la Fédé 100% Dynamique, qui est une fédération qui accompagne les étudiants en situation de handicap. Et c'est une question que tous les étudiants en situation de handicap se posent. Mais oui. Se posent ou pas, mais aujourd'hui, beaucoup font leur CV, plus ou moins bien, et marquent en dessous de leur nom et leur prénom RQTH, sans rien après. Et ça, c'est quelque chose à absolument pas faire. Absolument pas. Aujourd'hui, l'employeur, les managers, les DG, bon, très peu de monde est sensibilisé au handicap. Et quand vous marquez RQTH sur un CV, bon, vous dites simplement que vous êtes handicapé. Par défaut, en général, l'employeur va se dire que c'est mental, c'est psychique. Sinon, il se dit, bah, vous allez en parler. Il faut bien évidemment en parler. Moi, par exemple, bon, j'ai arrêté parce que, au final, si on peut éviter de le mettre, c'est mieux. Mais je mettais RQTH de points et l'aménagement dont j'avais besoin. Et je mettais RQTH de points siège ergonomique. Et ça peut être RQTH de points logiciel de Zoom, de Zoom Text. RQTH de points environnement peu bruyant. Voilà, RQTH de points repose-pied et votre aménagement, pas votre type de handicap, vraiment l'aménagement. Pareil, en entretien, l'employeur n'a pas le droit, mais vraiment pas le droit, de vous demander votre handicap. Mais il a le droit de vous poser seulement 2 questions. Quel est votre type d'aménagement? Quelles sont vos contre-indications? Oui, c'est ça, justement. Ça ramène la question, est-ce qu'on met RQTH sur le CV? Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, 80% de handicap invisible. Donc, vous marquez RQTH sur votre CV, simplement RQTH, et vous arrivez en entretien et le manager ne voit pas votre handicap. Voit rien, mais même jusqu'à la fin de l'entretien, il ne le voit pas, votre handicap. Si vous êtes dyslexique, ben, ça va se voir en entretien. Mais même tous les 10, ça va pas se voir en entretien. Et donc, si vous pouvez éviter de le mettre, le mettez pas. Essayez d'en parler après l'entretien, après la période d'essai dans l'idéal, et essayez en parler globalement le moins possible. Aujourd'hui, je dis ça pour chaque TH, hein, mais le handicap est un facteur de discrimination très, très, très important. Parce que c'est pas comme la discrimination envers les femmes ou envers les étrangers, ou envers tous les 46 facteurs de discrimination. Le handicap est une gêne prouvée scientifiquement. Oui. Handicap, ça veut dire gêne. Donc, vous avez un boulet au pied. Donc, si vous ne pouvez pas le dire, autant pas le dire. Moi, ça, c'est mon conseil de base. Après, ça dépend de chacun, de chaque situation. Et si vous avez un handicap visible, là, c'est mieux de le mettre, de l'avertir tout de suite avec votre aménagement. Mais si possible, sinon, essayez d'attendre, de voir la personne en entretien ou sinon de la voir au téléphone pour lui parler de votre handicap. Parce que quand elle va lire votre handicap, la personne qui n'y connaît rien au handicap, enfin même les RH, ils ne connaissent pas grand-chose, va vraiment spécialiser dans le sujet pour pas discriminer, ça va l'inquiéter. Mais si elle vous entend au téléphone, la rassurer concernant votre handicap, en parler calmement et simplement, en bonne intelligence, et ben ok, banco. Mais attendre mieux d'en parler si possible. Et il y a Françoise qui est médecin généraliste et médecin du travail qui dit il faut aller voir le médecin du travail après avoir été embauché et ne pas noter RQTH, sauf si le handicap est visible. Et en même temps, moi, ça m'interroge parce que si je dois recruter quelqu'un qui présente un handicap et que je dois aménager, j'aurais plutôt envie qu'on me le dise avant pour pouvoir anticiper qu'une fois la période d'essai finie. Bien sûr. C'est vrai que je me mets dans le cadre où c'est un handicap plutôt léger parce que à 95%, le handicap est plus ou moins léger, peut être adapté plus ou moins après, où s'adapte assez, c'est un poste qui s'aménage assez vite. Au mieux, dès que vous êtes pris, dès que vous êtes recruté, vous annoncez votre handicap et au mieux, l'entreprise va aménager votre poste avant votre intégration. Ça c'est au mieux des choses, mais il faut déjà que vous soyez recruté. Il faut déjà que vous soyez pris. Une fois que vous êtes pris, bon, banco, là, c'est sûr, vous pouvez y aller avec beaucoup moins de gêne. Mais j'ai vu des périodes d'essai se finir à ce sujet, donc être très, très vigilant par rapport à ça. Et le médecin du travail fait des recommandations sur la feuille. Après, ça va être la mission handicap, d'aménager, de voir le type d'aménagement, l'ergonome. Enfin,
il y a toute une suite tout un défilé de spécialistes qui peuvent intervenir, mais bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir le médecin du travail en amont ou en aval, lui parler de votre handicap. En toute discrétion, hein, le médecin du travail n'a pas le droit ensuite d'aller voir l'employeur et de lui parler directement, de lui dire tout ce qui s'est dit, à part ce qu'il a mis sur le bordereau. Alors, question suivante. Est-ce que, imaginons, je suis en phase de recrutement, je suis porteur d'un handicap, et puis je parle de la RQTH et des aménagements. Est-ce que je dois, ou est-ce que je ne dois pas, ou est-ce que j'ai la liberté de dire à mon employeur quelle est justement la cause du handicap, c'est-à-dire la maladie ou le trouble ou la déficience que j'ai? Est-ce qu'il faut le dire? Parce que l'employeur peut dire, oui, mais alors, vous avez quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez aucune obligation de le dire. L'employeur n'a pas le droit, et vraiment n'a pas le droit. Vous pouvez le condamner pénalement s'il vous pose la question. Bon, après, ça ne se fait jamais, mais normalement, il n'a pas le droit de vous demander la cause de votre handicap. Seulement les aménagements et la contre-indication. Il n'a même pas le droit de poser la question. Il n'a pas le droit de poser la question. C'est discriminant. Si vous l'enregistrez en entretien, vous pouvez aller voir le défenseur des droits et l'employeur va se faire aligner. Il n'a pas le droit de vous poser la question. D'accord. Après, il ne faut pas être rigide par rapport à ça, parce que bien évidemment, si vous avez besoin d'un aménagement, la question vient d'elle-même. Le but, c'est d'aménager une bonne relation avec votre manager. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est se préparer à en parler et vraiment avoir préparé son discours et sa façon d'en parler et être prêt par rapport à ça, comme il faut se préparer un entretien aux questions globales. Oui. Donc, il vaut mieux plutôt axer sur le handicap et les mesures de compensation, quels aménagements mettre en œuvre, et puis à venir peut-être avec des exemples ou de la documentation pour expliquer et montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que souvent, on peut s'imaginer que c'est compliqué, que ça va être lourd, onéreux, etc. Et puis, ça ne l'est pas forcément. Très souvent, c'est rare quand ça dépasse le millier d'euros. Même un fauteuil ergonomique, ça ne coûte pas 1 000 euros. Et 1 000 euros vis-à-vis d'un budget handicap d'une entreprise, c'est rien. Il faut savoir que par tête, par salarié en situation de handicap, que l'employeur, donc cette taxe de 6%, hein, que l'employeur est obligé de recruter, c'est 4 000 euros de taxes par tête. Si l'entreprise fait moins de 250 salariés, 5 000 euros si elle fait entre 250 et 750 salariés, et 6 000 euros pour les plus grosses entreprises. Et ça, chaque année. Chaque année. Donc, aujourd'hui, l'employeur est plutôt dans la perspective de chercher à aménager un maximum et de dépenser ce budget qui va partir à l'État et à la GFIP s'il n'est pas utilisé. Et effectivement, il y a des aménagements possibles. Moi, je connais parce que j'ai eu l'occasion de faire un entretien pour la radio avec un chef d'entreprise. Il a une TPE dans le bâtiment, et entreprise de plomberie et chauffage. Il a 2 salariés, notamment en bureau, qui sont myopathes, sont en fauteuil, avec un chien, avec un handi-chien. Et elles font une partie de télétravail, une partie au bureau. Et elles font très très bien leur travail, il y a aucun problème. Par contre, il y a des aménagements, effectivement, il y a un couloir un peu plus large, les toilettes, etc. Et puis la présence du chien qui vient aider, donc il faut aménager un peu, mais ça leur paraît tout naturel oui, ça de faire ça. Et ça se passe très bien, et là on voit après, quand un TH qui a besoin de pas mal d'aménagement arrive enfin à trouver un poste où tout va bien, il va y tenir à son poste. Et là, la fidélité, la productivité sera là. On peut parler de résilience, de partir dans tous ces sujets, mais il y a une reconnaissance quand même quand le poste est bien aménagé. Par rapport aux chiens d'aveugle, il faut savoir qu'aujourd'hui, aucune entreprise, aucun restaurant, aucun lieu public n'a le droit de refuser à votre chien d'entrer dans l'établissement. Pour un handi-chien? Un handi-chien. Ah ouais. S'il est formé et qu'il a le petit t-shirt bleu. Le brassard sur lui, ouais. Ils ont pas le droit, et là, vous pouvez condamner pénalement, pareil les trains, tout ce que vous voulez. D'accord. Il y avait une question qui était posée aussi par une autre Françoise qui demandait si il y aurait la possibilité de faire un webinaire sur les discriminations des personnes avec handicap au travail. Est-ce que
Moi, j'ai été longtemps chargé de mission handicap, des discriminations, il y en a plein. Toutes les discriminations que vous pouvez imaginer existent. Même les plus larges, je ne sais pas si c'est la meilleure idée de faire un webinaire sur le sujet. J'ai pas. Après, sur la discrimination globale, sur les différents critères de discrimination, sur les assos qui œuvrent dedans, mais là, ça dépasse mon sujet qui est surtout sur le handicap. Et, après, je ferai peut-être un webinaire sur le recrutement. Je vous parlais des différentes agences sur le recrutement. Maintenant que j'ai abordé la question du maintien d'emploi, des aménagements, faire sur le recrutement, sur les entreprises spécialisées, les entreprises adaptées, les ESAT. Oui, pourquoi pas l'année prochaine. Et aborder donc, la question vraiment du recrutement, des discriminations dans le cadre du recrutement de façon un peu plus large. Ok, c'est noté. Sur le recrutement, ok. Et ça pourrait intéresser beaucoup de responsables de ressources humaines chargés de recrutement parce qu'ils doivent se poser la question quand même. Oui. À chaque fois. J'ai fait une liste que je me suis fait, moi-même, qui est une RQTH, donc déficit moteur à droite. Je contrôle les 4/5e de mon côté droit, hémiparésie. Je me suis fait accompagner. J'ai trouvé mes deux alternances en master grâce à des cabinets spécialisés. Et aujourd'hui, il en existe énormément. Et donc, j'ai fait une liste. Aujourd'hui, j'en ai à 40 de cabinets spécialisés qui aident les TH à trouver une alternance. Et donc, pour un TH en recherche d'alternance, je fais juste d'envoyer le CV. Et eux se font payer quand ils arrivent à placer des TH, quand ils se font contracter par employeur. Juste, un TH, c'est travailleur handicapé, pardon. Voilà, pour l'acronyme. Ok. Il existe aussi des forums en ligne pour casser cet aspect de discrimination, pour rester un peu dans le sujet. Hello Handicap et Talent Handicap, qui sont des salons de recrutement en ligne. Voilà, vu que souvent, il y a le sujet du déplacement qui se pose, moi, ça se pose moins et ça marche plus ou moins. C'est vrai qu'il faut s'investir, mais ça, le mérite d'exister et chaque année, ça marche en fonction des spécialités, des forums, des salons. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que les participants veulent poser? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation. C'est un sujet qui est important et effectivement, il faudra qu'on traite la question du recrutement, par exemple, à la rentrée. C'est noté. Les vacances. Hein. Préparer ça. Oui, très bien. Et puis s'il y a d'autres sujets que vous avez envie d'aborder, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci Sébastien. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Bonne journée.